comme vous voulez. Vous avez où le pupitre, tout ça, et les micros sont allumés. Bon, bravo à M. Lutuer, arrivé en vélo de manière extraordinairement ponctuelle. C'est un privilège de l'avoir. Il est commissaire général au développement durable au ministère de la Transition écologique. Et je lui donne tout de suite la parole en le remerciant par avance. Oui, c'est branché. Est-ce que c'est branché par ici? Oui, tout fonctionne, c'est merveilleux. Merci infiniment pour votre petit mot d'accueil. Je suis très heureux de pouvoir intervenir devant vous ici et devant vous un peu plus loin. Je vois les caméras. Écoutez, je pense que c'est vraiment une opportunité de faire, non pas le point, mais quand même d'aborder un sujet qui tient au cœur du Commissariat général au développement durable, qui allie deux enjeux, celui d'une commande publique plus durable et de l'innovation au service de la transition écologique. Ce sera au fond le fil rouge de mon intervention. Bien entendu, cette articulation de la commande publique durable et de l'innovation au service de la transition écologique est incarnée et mise en œuvre au sein de l'État, mais elle l'est tout autant, puisque c'est vraiment deux sujets qui sont transversaux, elle l'est tout autant dans l'ensemble des fonctions publiques, donc y compris la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, et c'est au cœur, bien entendu, de l'engagement des territoires. Je ne vais pas vous présenter le Commissariat général au développement durable parce que ce serait fastidieux et vous n'êtes pas là pour ça, mais sachez simplement que sur ces deux aspects, nous avons des missions un petit peu particulières, un peu transversales au sein des administrations et même vis-à-vis de l'ensemble des fonctions publiques. Sur la commande publique, parce que nous sommes les porteurs du plan national des achats durables, mais j'y reviendrai. Et puis, au titre de l'innovation, comme membre du comité exécutif de France 2030, le programme d'investissement d'avenir, 54 milliards d'euros pour l'innovation, et puis plus largement pour alimenter, nourrir des écosystèmes d'innovation. Mais là aussi, je vais y revenir. Alors, peut-être tout d'abord quelques mots sur la promotion de l'achat durable, qui est désormais inscrit comme plus qu'un objectif, une obligation pour l'ensemble des acheteurs publics à horizon de l'été 2026. La loi Climat et Résilience, qui a été prise à la suite de la Convention citoyenne pour le climat, prévoit, dans son article 35, mais ce n'est pas ça qui est important, que la loi disait d'ici 5 ans, mais le temps est déjà un petit peu passé et maintenant c'est dans 4 ans, un peu moins de 4 ans, l'ensemble des acheteurs publics devra intégrer dans sa commande, dans ses achats, dans ses cahiers des charges, une dimension durable, c'est-à-dire plus précisément des considérations environnementales. 100% des achats devront comporter des considérations environnementales. La loi ne définit pas l'intensité, si je puis dire, de ces considérations environnementales. Dans certains secteurs, par exemple les prestations intellectuelles, elles ne seront pas extrêmement puissantes probablement parce que la matière s'y prête moins. Dans d'autres domaines qui s'y prêtent davantage, ces considérations environnementales pourront être très structurantes. Mais en tout cas, 100% de la commande publique comportera ces considérations environnementales. Mais l'achat durable, c'est aussi de l'achat socialement responsable. Et donc, il y a aussi dans ce plan national et dans la loi une obligation renforcée d'intégrer dans la commande publique la dimension sociale, la dimension inclusive, avec, pour résumer, un objectif de 30% de la commande publique comportant des considérations sociales. Ce n'est pas que l'environnemental soit plus important que le social, c'est que le caractère transversal et facilement intégrable dans l'ensemble de la commande a paru plus fort pour les considérations environnementales que pour les considérations sociales. Mais dans les deux cas, c'est très ambitieux. C'est ça qu'il faut retenir. Ça concerne tous les acheteurs, c'est très ambitieux. C'est dans la loi et ce n'est pas un objectif, c'est une obligation, c'est-à-dire que les marchés, les prestations, les bons de commande, mais aussi les délégations de services publics, puisqu'elles sont englobées, devront comporter ces considérations environnementales et, pour un nombre important d'entre elles, des considérations sociales à peine de nullité. C'est une condition de la régularité. Donc, c'est extrêmement structurant. Alors, tout ça, c'est pour 2026, mais si on ne s'y met pas très vite,
si on ne démarre pas tout de suite, on ne sera pas au rendez-vous. Parce que c'est une telle transformation du métier d'acheteur qu'il faut démarrer d'emblée et progressivement étendre segment d'achat par segment d'achat les pratiques. C'est l'objet du plan national des achats durables qui a été présenté il y a quelques mois. C'est le 3e. Mais cette fois-ci, ce 3e plan, il est la feuille de route d'accompagnement, de montée en charge vers cette obligation légale à horizon de 2026. Il couvre les années 2022-2025. Donc vraiment, il vise à anticiper de quelques mois, mais pas beaucoup de mois, l'application de la loi et d'accompagner l'ensemble des acheteurs. Alors je dis l'ensemble des acheteurs, mais ce n'est pas tout à fait juste, et c'est là qu'on commence à toucher les écosystèmes d'innovation. C'est que pour avoir une commande plus durable, il faut des acheteurs qui s'approprient cet enjeu, qui voient la loi arriver et qui se disent « attention, il faut que j'apprenne à changer mes méthodes ». Mais les acheteurs ne sont pas seuls, ils ont besoin aussi que des décideurs dont ils dépendent, qui expriment les besoins, soient sensibles à cette dimension plus durable et plus sociale. Et puis, il faut qu'en face, il y ait une offre. Parce que quand on passe à marché, c'est bien pour qu'il y ait des prestataires qui puissent répondre. Si on fait des cahiers des charges qui ne rencontrent aucune offre, eh bien, on a un marché infructueux et on a perdu son temps et on n'a pas rempli sa mission. Donc, il faut aussi, dans ce plan, accompagner non seulement les acheteurs, mais aussi les décideurs pour faire connaître ce nouvel enjeu, cet enjeu croissant et très exigeant, et puis les entreprises, donc y compris des écosystèmes d'innovation, pour dire la commande publique se verdit, la commande publique évolue, et elle est source d'opportunités pour avoir une commande qui soit plus audacieuse, plus innovante, qui aille favoriser l'émergence d'offres plus responsables. Parce que c'est ce qui manque beaucoup d'entreprises, qu'elles soient très innovantes ou qu'elles soient plus classiques, pour faire évoluer leur offre, pour avoir l'audace de développer des services, des biens et des propositions qui intègrent ces dimensions. Elles ont aussi besoin d'avoir une certaine assurance qu'à un moment, il y aura des clients. Et le client public, de ce point de vue-là, peut être particulièrement clé. Alors surtout, quand on intègre, et nous le portons très fortement au commissariat général, quand on intègre une disposition particulière de la commande publique, qui est la disposition relative à l'achat innovant. Alors, c'est l'achat qui coche toutes les cases. Avec les dispositions relatives à l'achat innovant, qui existent depuis 2018, mais qui ont pris du temps à monter en charge. Le Covid et ce genre de mésaventures ne nous a pas aidés. Mais ce dispositif qui existe depuis 2018 permet aux acheteurs publics, jusqu'à 100 000 € hors taxe, c'est désormais ce seuil qui est pérennisé dans les textes, eh bien, d'avoir un achat extrêmement souple, un achat de gré à gré, pour dire les choses simplement, pas compliqué à passer, quand il s'agit de faire de l'achat innovant. Donc c'est typiquement la disposition qui permet, quand on veut, comment dirais-je, s'exercer, se lancer dans un achat plus durable, d'aller chercher des entreprises qui sont innovantes, parce que ce sont des start-up, mais peut-être simplement parce que ce sont des segments d'innovation dans des entreprises plus classiques, peu importe. L'essentiel, c'est que l'objet de l'achat soit bien innovant, et bien de pouvoir, au fond, co-construire avec le fournisseur, avec l'entreprise, sur des besoins qui sont des besoins publics. On ne va pas inventer des besoins pour utiliser ces clauses, mais l'État, les administrations, les villes durables ont besoin d'innovation, c'est évident. Eh bien, il y a la possibilité d'être beaucoup plus dans la co-construction et de dire aux entreprises, développer des offres, nous pourrons être vos premiers clients ou parmi vos premiers clients et apporter, et ça vous savez si vous êtes entrepreneur, mais vous le savez aussi si vous êtes acheteur, je ne sais pas exactement qui est dans la salle, mais je m'adresse à tous, vous savez combien ça a de la valeur. Avoir un client, ça a de la valeur. Avoir un client public, ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur parce que ça donne confiance. Et la confiance, c'est quand même une base essentielle, bien entendu, du commerce et du développement d'une entreprise. Et puis, on l'a vu parce que ça a été l'occasion, à plusieurs reprises dans des échanges un petit peu comme celui d'aujourd'hui, d'avoir des binômes entreprises administration, notamment en particulier des collectivités locales,
qui ont fait un retour d'expérience, qui ont dit c'est vraiment très utile parce qu'il y a l'amont où on co-construit un peu la solution en exprimant notre besoin, en apprenant d'ailleurs à l'exprimer, et de l'autre côté à y répondre. Mais les têtes de série, les premières livraisons, les premières réalisations, les premières prestations selon la nature des achats sont aussi l'occasion de se tester, d'essuyer les plâtres, de se roder. Le fait qu'il y ait un plafond à 100 000 euros est parfois contraignant, mais il conduit aussi les uns et les autres à s'ajuster, parfois les entreprises à dire « bon, c'est ma tête de série, vous êtes mon premier client ou parmi les premiers clients, ça va m'apporter de la valeur, je fais un prix qui est peut-être très au rabais par rapport à ce que je pourrais faire ». Donc ça apporte beaucoup de valeur au secteur public et en même temps, ça permet de justifier les imperfections et le fait qu'on améliore ensemble les produits. Donc, vous voyez combien l'achat public, d'une façon générale par son verdissement et de façon plus spécifique par ses dispositions relatives à l'achat public innovant, peut être un levier puissant pour favoriser le développement de l'innovation et consolider dans la durée, ou en tout cas dans cette phase essentielle qui est le passage, disons, du prototype à la série. Plus largement, je vais essayer de ne pas être trop long, mais c'est important de vous dire combien il y a d'autres aspects, bien entendu, que la commande publique qui sont au service de l'innovation et en soutien des démarches des entreprises innovantes. Et je veux vous parler de quelques initiatives que nous portons au Commissariat général au développement durable, sous la houlette de Thomas Cotinet, qui est dans la salle et qui est le chef d'Ecolab, notre laboratoire d'innovation par la donnée, et qui anime en particulier un réseau Green Tech Innovation, qui fait bientôt son meet-up vers le 17 octobre. 18, voilà, désolé, je n'ai pas une mémoire précise des dates, 18 octobre, qui permettra beaucoup de rencontres entre des entreprises innovantes et des financeurs, qui permettra aussi une exposition, une visibilité d'un certain nombre de ces initiatives. Ce n'est pas nouveau, Green Tech Innovation, mais ça se développe, c'est très en lien avec French Tech, et ensemble, on met en avant l'innovation au service de la transition écologique, l'innovation technique, mais pas que l'innovation technique. Il y a d'autres aspects qui entrent en ligne de jeu, et notamment l'innovation sociale. Il y a beaucoup d'exemples. Certains sont plus des startups, sont en train de devenir des licornes. Je pense à Innovafit, dont j'ai lu ce matin qu'il venait de lever 250 millions d'euros et qu'ils construisent une usine aux États-Unis. C'est une entreprise qu'on a eu le plaisir d'accompagner dans ses premiers pas il y a maintenant, ça devrait faire 4 ou 5 ans, sous ton contrôle. Bon, je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup, et ce qui est le plus important, c'est celles qui sont à venir, parce qu'on a besoin d'innovation pour réussir la transition écologique. C'est une évidence, et je suis certain que c'est parfaitement partagé dans cette salle et pour ceux qui nous suivent. Encore quelques mots pour vous dire qu'il y a bien sûr donc cette initiative Green Tech. Il y a tout un réseau scientifique et technique du ministère qui peut être mobilisé. Green Tech, c'est une mise en relation. On n'est pas des incubateurs, disons, classiques. Ce n'est pas nous qui apportons de l'argent, ce n'est pas nous qui apportons toutes les solutions, mais on apporte des choses que d'autres ne connaissent moins bien, notamment une certaine compréhension de l'organisation administrative, du fonctionnement des guichets, mais également du réseau des normes. Et c'est pour ça que le réseau scientifique et technique du ministère peut être très utile. Dans ce réseau, il y a tous les grands opérateurs du ministère de la Transition écologique, comme par exemple l'ADEME. On est très en lien aussi avec BPI. Voilà, donc autant d'acteurs qui sont dans l'écosystème. Nous avons aussi un réseau d'incubateurs plus classique, notamment le Living Lab Green Tech à Saint-Mandé. Il y a tout un réseau qui essaime à travers la France. Et c'est d'ailleurs au sein du réseau national des incubateurs Green Tech qu'est née l'idée de créer un tour de France des donneurs d'ordre Green Tech publics et privés, où justement, à travers toute la France, on vient porter cette parole du lien étroit, fécond, entre la commande publique
et l'innovation, et notamment avec ces dispositions relatives à l'achat innovant. Toujours pour vous donner quelques éléments de repère et qui sont autant de leviers dont vous pouvez vous emparer pour pouvoir vous bénéficier d'appuis publics et en particulier étatiques. Il y a bien entendu des sites internet d'information et d'éclairage. Je voulais vous signaler la plateforme France Transition écologique qui facilite l'accès au financement pour les startups et leurs clients. Vous êtes en train d'être regroupés dans un portail qui s'appelle Aide Territoire, donc j'avoue que je ne sais pas quel est le bon moteur de recherche aujourd'hui, la bonne clé de recherche pour arriver dessus, mais en tout cas c'est une plateforme qui vous aidera à trouver les aides financières disponibles et adaptées à vos besoins. Là encore, pour décrypter les arcanes du fonctionnement public. Mais plus largement, vous avez toute une offre de services, Mes Services Green Tech, pour vous accompagner. Une communauté aussi de l'intelligence artificielle qui est animée par Ecolab et qui notamment est prête à intervenir auprès des collectivités locales. Il y a un appel à projet qui est en cours jusqu'au 7 novembre, doté de 40 millions d'euros dans le cadre de France 2030, si je ne me trompe pas. C'est un sous-ensemble d'une des stratégies de France 2030. Et voilà, nous sommes impliqués dans cet appel à projet pour favoriser l'usage de nouveaux algorithmes et de dispositifs d'intelligence artificielle. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, peut-être simplement parce que c'est l'actualité, que c'est un enjeu qu'on est tous amenés à partager et sur lequel on a besoin d'innovation. Nous sommes plongés depuis quelques mois, bientôt un an, dans des éléments de crise énergétique très renouvelés, du fait de la hausse des prix du gaz, c'est le facteur déclencheur, hausse des prix fortement accentuée par le conflit en Ukraine, avec des effets de cascade sur les prix de toutes les énergies et notamment de l'électricité, et en plus en France, temporairement, une crise d'approvisionnement issue de l'énergie nucléaire qui fait que la situation est un peu instable, comme vous pouvez le constater à titre personnel comme professionnel. Et donc, tout ce qui va permettre à court terme, mais aussi à moyen terme, parce que si on arrive à prendre de bonnes habitudes cet hiver, il faut les garder les hivers prochains, tout ce qui contribuera à la sobriété énergétique, c'est-à-dire à une meilleure efficacité énergétique du parc, des appareils existants, mais aussi à des innovations permettant de faire évoluer les usages pour qu'ils soient plus sobres. Toutes ces innovations sont extrêmement nécessaires, attendues, espérées. Et donc, voilà, je voulais vous dire que c'était un axe pour tous ceux qui sont impliqués dans ces questions de recherche, de développement et d'innovation. On a beaucoup porté depuis des années la décarbonation, et ça reste un enjeu majeur pour lutter contre le changement climatique. Mais la décarbonation ne signifie pas toujours la sobriété. Quand vous passez d'une voiture thermique à une voiture électrique, vous faites de la décarbonation, vous ne faites pas forcément tout l'effort de sobriété. Quand vous venez en vélo, il y a plus de sobriété énergétique avec le vélo qu'avec la voiture. Voilà, c'est une illustration un peu en forme de clin d'œil, mais tout simplement pour vous dire, parce que c'est parfois un peu complexe et un peu confus, ces questions d'enjeux environnementaux, c'est que la décarbonation reste un axe majeur, mais là, de façon très conjoncturelle, mais aussi dans la durée, on a besoin de sobriété, on a besoin d'efficacité énergétique. Tout ce que vous pourrez apporter comme innovation sera extrêmement précieux. Voilà, c'est un petit appel à tous et à la mobilisation. Je ne serai pas... Je m'arrête là parce que je pense qu'il est l'heure. Oui, bientôt. Si je m'arrête là. Je voulais simplement... Vous allez peut-être participer à notre table ronde puisque vous avez plein de ressources pour encourager les innovateurs. Ah, mais je crois que je suis représenté, c'est ça ? Voilà. Donc, vous voyez, ce sera exposé. Juste vous dire, je l'ai annoncé, mais j'y insiste parce que c'est vraiment un événement auquel nous tenons beaucoup. Le Meetup qui reprendra tout cela et vous permettra de rencontrer beaucoup de startups en présentiel à Station F le 18 et 19 octobre. Le 18 à Station F, et puis ensuite en dématérialisé avec tout au long de la période des rencontres d'affaires. Les rencontres d'affaires vont jusqu'au 20. Voilà, j'essaie de ne pas me tromper. Donc n'hésitez pas.
C'est décentralisé? Alors, comme il y a une partie qui est en ligne, c'est décentralisé par nature. Et puis, par ailleurs, il y a notre Tour de France qui se poursuit et qui est, lui, bien entendu, décentralisé. Et vous pouvez vous inscrire et découvrir tout ça sur le site internet greentechinnovation.fr. Je voulais quand même finir par une page de pub. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Très intéressant. Merci beaucoup. On va enchaîner.